Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Lamine Zeroual a provoqué cet après-midi un coup de théâtre diplomatique en décidant d'annuler au tout dernier moment la rencontre prévue avec Jacques Chirac à New York. La présidence algérienne a publié un long communiqué très dur pour Paris, accusant entre autres la France d'avoir attenté à la dignité et à la souveraineté du peuple algérien. Nous allons revenir bien sûr en détail sur cet imbroglio diplomatique majeur. Tout de suite, le reportage de notre envoyé spécial à New York, Philippe Parroir, sur ce rendez-vous manqué. Finalement, l'événement de la rencontre Chirac-Zeroual est devenu un non-événement. Les deux présidents séjournent au même hôtel à New York, mais pas au même étage. Le 14e pour M. Chirac, le 8e pour M. Zeroual. Mais c'est aux Nations Unies qu'ils devaient se rencontrer à la demande de l'Algérie, dit la France, ce que contestent les Algériens. En tout cas, l'annulation est venue de la délégation algérienne. Le président Chirac a expliqué lui-même pourquoi. La campagne électorale ayant commencé en Algérie depuis ce matin, je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté avec le candidat. Et par conséquent, j'ai fait indiquer au service du président Zeroual que je souhaitais que, comme je l'avais conçu, cet entretien soit un entretien de travail et hors de toute médiatisation. Alors j'ai rencontré ce matin le président Zeroual à l'ONU, en présence d'ailleurs du secrétaire général, M. Boutros-Ghali. Nous avons parlé 10 minutes, un quart d'heure, non pas sur le fond, mais sur cette modalité, et chacun étant resté sur sa position, le président Zeroual a décidé, dans ces conditions, de demander le report de cet entretien qui n'a donc pas eu lieu sur le fond, comme il était convenu. Je n'étais pas demandeur, vous le savez, de cet entretien, et par conséquent, je n'ai pas de regret particulier à formuler. C'est un problème d'appréciation par le président Zeroual des conditions de cet entretien. Cette annulation peut être considérée comme un geste de mauvaise humeur du président algérien vis-à-vis de la France qu'il ne manquera pas d'exploiter pendant sa campagne électorale. Après tout, le nationalisme est toujours payant. Côté français, étant donné la polémique qu'avait suscité cette rencontre, on se dit que le fait qu'elle n'ait pas lieu présente plus d'avantages que d'inconvénients. Dans quelques minutes, nous retrouverons notre envoyé spécial aux États-Unis, Philippe Parroir. L'annulation de cette rencontre new-yorkaise est l'épilogue de 15 jours de controverse. Tout avait commencé au sommet de Madrid le 10 octobre. Rappel signé Françoise Joly. Je n'ai naturellement aucune intention de faire la moindre ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Mais il est de mon devoir d'indiquer au président Zeroual que la solution ne peut être que politique, c'est-à-dire ne peut qu'être fondée sur un dialogue avec l'ensemble de ceux qui, en Algérie, récusent la violence. Voilà ce que Jacques Chirac avait prévu de dire ce soir ou demain au général Zeroual. Dès l'annonce de cette rencontre, le Front islamique du salut lançait une mise en garde aux autorités françaises. Nous considérons aussi que cette rencontre est une caution de la France au régime militaire algérien. 2 jours plus tard, à Alger, le FLN et le Front des forces socialistes, les deux principaux partis d'opposition, condamnaient à leur tour cette entrevue. À Paris, le 17 octobre, une bombe explose sur la ligne C du RER, 29 blessés dont 5 graves, le 8e attentat en France en moins de 3 mois, attribué aux intégristes islamistes. La polémique autour de la rencontre Chirac-Zeroual rebondit en France. J'ai déjà déclaré il y a plusieurs jours que cette rencontre avec M. Zeroual était inopportune, et ça n'est pas naturellement après l'attentat que j'ai changé d'opinion. Ce même jour, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Alain Juppé justifie le rendez-vous de New York organisé, répète-t-il, à la demande des Algériens. La rencontre de New York n'est en aucun cas une caution apportée à un candidat, mais un contact avec un chef d'État qui s'entretiendra d'ailleurs avec de nombreux autres dirigeants du monde. Il y a 48 heures, une des dernières voix à commenter cette rencontre était des plus menaçantes. Ce communiqué du 20 octobre sur Internet, signé du GIA, menaçait de frapper la France au cœur de ses plus grandes villes. On vient d'y faire allusion, l'annonce de ce mini-sommet franco-algérien
avait suscité de très nombreuses réactions chez les responsables politiques français, approbation dans la majorité au nom du réalisme politique, très forte réserve chez les socialistes au nom de l'opportunité, soutien du Parti communiste et franche hostilité en revanche du Front National. Qu'en est-il ce soir? Chantal Kimerlin a recueilli ces réactions à chaud. Surtout une affaire plutôt triste qui a commencé par une maladresse et qui se termine par un camouflet. C'est ça. Toute la séquence de cette visite annoncée, contestée et finalement annulée, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc je ne me réjouis pas que dans tout cela, la diplomatie de la France ne se soit pas grande. La réunion elle-même était déjà de la part de M. Chirac une faute politique majeure. L'annulation, c'est un camouflet pour la France. Ça prouve que la politique de notre pays était non seulement mauvaise, mais qu'en plus c'est la politique de gribouille. M. Chirac, qui apparaît comme un soupirant éconduit, ridiculise notre pays. C'est l'Algérie qui est en campagne électorale. Elle a essayé d'utiliser le président de la République pour les autorités dans le cadre de la campagne électorale. Bon, ça ne s'est pas bien passé, c'est leur problème. Mais moi, je voudrais dire aussi que j'attends de la classe politique française davantage de solidarité à l'égard du gouvernement dans cette affaire, parce qu'on sait bien qu'elle a des conséquences sur la sécurité des Français et qu'il ne faut pas s'amuser avec cela. Je vous le disais en commençant ce journal, la présidence algérienne a publié aujourd'hui un long communiqué justifiant l'annulation de cette rencontre Chirac-Zeroual, accusant entre autres la France d'avoir attenté à la souveraineté de l'Algérie. Le GIA, les dirigeants du FIS en exil, mais aussi plusieurs partis d'opposition algériens avaient critiqué la décision de Jacques Chirac de rencontrer le candidat Zeroual moins de 3 semaines avant le scrutin présidentiel en Algérie. Le point, Patricia Coste. C'est d'Alger qu'est venue cet après-midi l'annonce officielle de l'annulation de la rencontre entre le président Zeroual et le président Chirac, sous forme d'un long texte diffusé par l'agence APS. Texte où Alger affirme que le principe de la rencontre avait été décidé en juillet dernier sur proposition du ministre français des Affaires étrangères, M. de Charette, texte intégralement lu à New York par le porte-parole de la présidence algérienne, qui conclut: la persistance d'attitudes unilatérales et l'escalade dans les propos publics qui peuvent s'assimiler à une atteinte à la dignité et à la souveraineté du peuple algérien ont créé une situation dans laquelle la rencontre entre les chefs d'État algériens et français qui a été envisagée a perdu sa raison d'être. À Alger, c'est évidemment la surprise. Tout le monde s'attendait à une belle image de Chirac et de Zeroual face à face ou côte à côte. Et puis là, on a appris que pour des raisons protocolaires, la rencontre était annulée ou reportée. On a appris que M. Chirac voulait de la discrétion et que M. Zeroual préférait de l'éclat, en tout cas la présence de la presse. L'opposition, elle, est confortée dans l'opinion qu'elle avait avant cette rencontre. L'état de l'Algérie aujourd'hui, c'est un peu angoissante. Ouais. Alors, c'est pas une solution, hein, ce que je pense. À votre avis, les deux présidents ne devraient pas se rencontrer? Ne devraient pas se rencontrer en ce moment. À cause des élections? À cause des élections et encore l'état de l'Algérie ne permet pas cette rencontre. Quant aux islamistes, ils avaient violemment dénoncé cette rencontre comme preuve de la collusion entre l'ancienne puissance coloniale et la junte. Comme promis, nous allons retrouver en direct de New York Philippe Harward pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé cet après-midi. Philippe, bonsoir. Les Algériens affirment que le projet de rencontre remonte au moins au mois de juillet et sur proposition d'Hervé de Charette. Alors qu'en est-il ? Bien, c'est pas ce que dit la France. Bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle remonte cette proposition au mois de juillet, mais les Français disent pas du tout, c'est à la demande des Algériens. Et ce matin, on nous a bien dit que lorsqu'on a préparé cette rencontre, les Français ont dit: nous savons que le président Zeroual est candidat, nous savons qu'il y a la campagne électorale qui débute, donc c'est pourquoi nous avons demandé que le chef de l'État français qui rencontre le chef de l'État algérien le rencontre d'une manière assez discrète, sans photographe, pour ne pas avoir l'air de voir le candidat et de le soutenir. Alors je crois que tout le problème vient du fait que l'annonce publique de cette rencontre, qui date il y a 2 semaines à Tunis, on vient de le rappeler, a peut-être été faite un peu trop tôt, parce qu'elle a permis à toute une polémique de s'engager. On l'a bien vu en Algérie, en France, on vient de le rappeler, et qu'il y a eu une sorte de piège. Et alors le piège, on en est sorti maintenant, puisque les Algériens ont annoncé qu'il n'y aurait pas cette rencontre, mais le pendant de tout cela, c'est que les relations franco-algériennes sont un peu refroidies.
Philippe Arroir, Laurent Fabius, on l'a entendu, parle de camoufler. Quel est le sentiment ce soir au sein de la délégation française? Et y a-t-il vraiment un report de cette rencontre? Les deux hommes vont-ils réellement se voir? Ils se verront, mais à mon avis, pas avant l'élection présidentielle. Ça m'étonnerait beaucoup. Camouflé, en tout cas, le président Chirac a tenu à nous dire que le président Zerwal lui avait dit que profondément, les relations entre la France et l'Algérie ne seraient pas modifiées. Mais il ne fait aucun doute qu'elles le sont quand même sur un plan, disons, un peu superficiel. Mais le président Chirac nous disait aussi tout à l'heure que les relations franco-algériennes en avaient vu d'autres et que, bon, on en était là. C'est pas un camouflé, mais on n'est pas vraiment très satisfait. Merci Philippe Arroir. Ce rendez-vous manqué devait avoir lieu en marge des cérémonies commémorant le 50e anniversaire de la naissance des Nations Unies. Cette commémoration a été l'occasion d'une photo réellement historique, la photo de famille de 185 dirigeants du monde entier réunis à New York, parmi lesquels des ennemis jurés, américains et cubains, israéliens et iraniens, koweïtiens et irakiens ou encore indiens et pakistanais. Philippe Gassou. Attention, le petit oiseau va sortir. On attendait une colombe. Viendra-t-elle enfin? Les représentants des 180 pays membres des Nations Unies ont été le reflet de la réalité. Il a fallu plus de 20 minutes pour arriver à placer tout le monde. Il y avait ceux qui voulaient se montrer plus grands que ce qu'ils étaient vraiment. D'autres qui officiellement avaient demandé qu'il n'y ait pas une seule tête qui dépasse. Ils souhaitaient que tous paraissent de la même grandeur, de la même hauteur. Pas facile de tenir une classe de près de 180 élèves, pas toujours disciplinés. Pourtant, des répétitions ont été réalisées. Ce sont les membres du personnel de l'ONU qui avaient été les doublures lumière, qui avaient, durant plusieurs séances, joué au président, au roi ou au despote. Les vrais, aujourd'hui, ont tous voulu se donner des airs de premier de la classe, bien coiffés, l'arrêt sur le côté. Sur la photo, il y avait le monde, tout le monde. They are the world. Ils représentent près de 6 milliards d'hommes. On a attendu ce matin que tous ceux qui assurent vouloir œuvrer pour un monde meilleur prennent la pause. Où était John Major? Peut-être derrière, peut-être pas arrivé. On ne l'a pas vu. Tous les autres, ou presque, sont là. L'ONU a des problèmes de trésorerie. Attention, clic-clac. Merci. C'est une grande marque de photos qui a sponsorisé. Le rendez-vous manqué de New York, Chirac-Zerwal intervient dans un climat de grande tension. Moins d'une semaine, on l'a dit, après un nouvel attentat dans un RER à Paris et au moment où 2500 militaires supplémentaires vont être déployés à Paris, mais aussi dans les grandes villes de province pour renforcer la sécurité. Reportage Bertrand Coq, Éric Georgiou. La journée était classée à risque. Paris, pourtant, n'avait rien d'une capitale en état de siège. Sous les jupes de la Tour Eiffel et comme tous les jours précédents, militaires et policiers montaient une garde débonnaire. Les renforts d'uniformes, c'est dans les gares qu'il faut les chercher. 400 hommes de plus depuis jeudi. À Montparnasse, des appelés d'un régiment du matériel patrouillent sous l'autorité des gendarmes. Exemple d'intervention, des sacs en plastique signalés abandonnés le long de la voie. 2 gendarmes s'en approchent avec précaution tandis que les militaires maintiennent les passagers à distance. Fausse alerte, chacun retourne à son travail. Compte tenu des informations que tout le monde connaît, nous redoublons, voire retriplons de vigilance. En fin d'après-midi, à l'arrivée des TGV, la province regagne Paris sans inquiétude apparente. Bonjour madame. Vous arrivez d'où s'il vous plaît? Bordeaux. Vigipirate, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Vous avez été un petit peu inquiète au moment de prendre le train aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Ce qui doit arriver arrive de toute façon. Oh, ouais. Oh, ouais. Sinon on vivrait pas de toute façon. Non. Et de voir des militaires dans la rue comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis militaire. Et ils ne risquent pas de se sentir perdus. D'ici à demain, ce sont plus de 2000 militaires supplémentaires qui sont attendus dans la capitale. Invité de l'émission Polémique à midi sur France 2, Jacques Barrot est monté au créneau sur le délicat dossier de la protection sociale. Pour le ministre du Travail, la décision très contestée de sa collègue de la Santé, Elisabeth Hubert, d'augmenter et d'annoncer l'augmentation de 27% du forfait hospitalier, c'est un accident de parcours. Le débat au Parlement sur la protection sociale aura lieu les 14 et 15 novembre.
où l'on reparle de Bernard Tapie, de l'affaire OMVA et des records de vitesse autoroutière du député maire de Béthune, Jacques Mélic. Le procès en appel pour subornation de témoins visant Jacques Mélic et celui de la corruption du match Marseille-Valenciennes vont avoir lieu cette semaine à Douai. Dans une interview au JDD ce matin, Bernard Tapie affirme avoir la trouille de ce procès et être, je cite, terrorisé par l'éventualité de la prison. Rappel signé Dominique Verdeillan. Bernard Tapie et Jacques Mélic se croisent fréquemment, au Palais Bourbon, où ils sont députés, mais aussi dans les palais de justice. La dernière fois, c'était le 9 octobre dernier, à Valenciennes. Les deux hommes ont été confrontés durant 2h40 à propos de l'affaire dans l'affaire OMVA, autrement dit le faux témoignage pour lequel Jacques Mélic est poursuivi. À la sortie, seul Bernard Tapie s'est livré à un commentaire. D'abord, je suis étonné que vous m'ayez autant encore. Attendez, doucement. Je pensais que par les temps qui courent, vous auriez su hiérarchiser les problèmes. Alors comment ça s'est passé, monsieur Tapie ? Tapie? Que les petites affaires de football sont peu de choses à côté de ce qui se passe en ce moment. À partir de demain, les deux hommes se succéderont devant les magistrats de Douai qui réouvrent le dossier OMVA. Le 31 mars, Jacques Mélic comparaît dans sa propre ville. Les juges le condamnent à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Le député fait appel. En juin, il est réélu maire de Béthune. Le 15 mai, visage fermé, Bernard Tapie vient d'être condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal l'a considéré comme l'initiateur de la corruption et de la subornation de témoins. À Douai, Bernard Tapie retrouvera ses accusateurs, parmi lesquels Jean-Pierre Bernès. Pour ce match retour, changement de tactique de la part de Tapie. À la veille de retrouver ses coprévenus, il avoue que l'idée d'aller en prison le terrorise. J'ai la trouille, dit-il. Mais dans le cas d'une confirmation de sa condamnation, Bernard Tapie serait quelque temps encore protégé par son immunité parlementaire. C'est la guerre du pain à Mulhouse, où la corporation des boulangers se mobilise pour faire respecter le repos dominical, obligatoire selon la législation locale. Poussée par la concurrence, certaines boulangeries ouvrent tout de même le dimanche et la police est parfois obligée d'intervenir pour faire respecter la loi. Reportage Ludovic Fossard, Patrice Schumacher. C'est dimanche, jour du Seigneur et jour de fermeture des boulangeries. Rideau de fer tiré, avertissement d'usage sur la porte. Car en Alsace, il est interdit de vendre du pain ce jour-là, selon un arrêté de droit local. Pourtant, les contrevenants fleurissent un peu partout. Ouvertures illégales, peu nombreuses encore, mais qui inquiètent une corporation plutôt hostile. Non, pas d'ouverture le dimanche, parce que j'estime que nous, on travaille déjà 6 jours sur 7, il y a peu de professions qui travaillent 6 jours sur 7. Nos dames, elles ouvrent le matin à 7h jusqu'au soir à 7h. Du lundi au samedi. Alors s'il faut encore ouvrir le dimanche, il y a déjà plus de vie de famille. Mais devant la concurrence des grandes surfaces et des boulangeries industrielles, les artisans n'ont pas toujours le choix. Ici, par exemple, on vend 3 fois plus de pain ce jour-là qu'en semaine. On estime donc n'avoir pas d'autre solution. Je crois que c'est une question de vie ou de mort. Bon, c'est sûr, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ouvre le dimanche, c'est sûr. Moi, j'ai une femme, des enfants. J'aimerais autant le dimanche aller me promener en balade que de passer ma nuit dans le fourni, puis ma femme au magasin toute la matinée. Alors les Simonins se battent à la limite de la légalité. Pain viennois, dont la vente est tolérée, une manière de déjouer les contrôles de police fréquents ces dernières semaines. Ultime ruse, dans une guerre du pain qui cache mal le terrible malaise de cette profession, dont 30% des artisans ont disparu en 15 ans. Dans notre série Il n'est jamais trop tard pour bien faire, les Français partent à l'assaut des multimédias. 2 nouveaux services ont été lancés cette semaine sur Internet pour faciliter l'accès à un monde largement dominé par la technologie américaine. Reportage Patricia Charnolet, François Granier. Ils sont très jeunes, entre 20 et 30 ans, ils naviguent toute la journée sur Internet pour le mettre à la portée des Français. C'est le but de ce club Internet, aider les abonnés dans leurs recherches et leur offrir enfin un accès simple à ce gigantesque réseau mondial informatique. Nous essayons de faire que les Français se réveillent, notamment en fournissant un certain nombre de contenus en français. Parce que ce qui gênait aujourd'hui par rapport à Internet, c'est que la plupart des contenus étaient en anglais. Club Internet, c'est avant tout Internet en français, fait par des Français, pour les Français. Exemple, le menu du jour vous propose la cuisine. Dans les milliers d'informations offertes ce jour-là dans Internet sur ce sujet, l'équipe en a sélectionné 4.
comme ces recettes américaines en provenance de San Francisco ou les conseils de Mama, l'équivalente de notre Maïté nationale. Autre illustration, si vous aimez le basket, vous aurez les résultats du championnat de France et l'accès au club de Michael Jordan. Libre à vous de lui écrire une lettre qu'il reçoit simultanément aux États-Unis. Le prix, 149 francs pour la connexion et 77 francs pour l'abonnement mensuel. Autre pionnier de cette nouvelle culture, l'équipe d'Infonie qui propose un accès simplifié à Internet et surtout des rubriques pratiques, ludiques, éducatives, pouvant intéresser toute la famille. Le prix, 490 francs pour la connexion et 199 francs pour l'abonnement mensuel. Exemple des programmes proposés. Les jeux, bien sûr, plus ou moins difficiles, la revue de presse avec des extraits des journaux, des programmes télé, des dossiers encyclopédiques. C'est une formidable bibliothèque, je dirais plutôt, dans lesquelles, au lieu d'avoir des livres en anglais incompréhensibles comme sur Internet, eh ben on va déjà les avoir en français et en plus classés pour assister le plus grand nombre à pouvoir y accéder. Ces deux initiatives pourraient bien dynamiser le marché français du micro-ordinateur. Vous surferez alors sur le net, traduction, vous recevrez à domicile quantité d'informations. C'est simple, non ? En marge de ces grandes manœuvres mondiales sur l'informatique, a noté l'ouverture à Paris du 2e salon de la vidéo. Marie-Hélène Bonneau et Jean-Michel Mire se sont plus particulièrement intéressés aux jeux vidéo en se glissant dans les pas de Grégoire le Petit. Grégoire est un fou de jeux vidéo. Il en possède une trentaine chez lui. Ici, il aurait aimé tous les essayer. Mais avant de jouer lui-même, il regarde les autres. Ce jeu de console, c'est nouveau. C'est Zoop. Le joueur et le carré, il élimine les formes de la même couleur que lui. Plus classique, ce jeu de plateforme, Fantôme 2000, il veut sauver le monde. Leur prix, entre 250 et 300 francs. Il y en a qui sont rigolos, il y en a qui sont assez bien animés, c'est assez bien coloré aussi. Et oui, ça plaît aux enfants. Et avec les CD-ROM, les jeux sont plus puissants, les voix digitalisées, les images de mieux en mieux définies. Exemple Saturne, premier système multimédia grand public, une découverte pour Grégoire, facile à comprendre. Bah, faut donner plein de coups, tout simplement. Tu y arrives? Bah, pas très bien, parce que c'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Fini la bagarre, voici Daytona USA, une course de stock-car, comme si vous y étiez. Les jeux de plateforme, je suis super bon, mais pour les jeux de voiture, je suis extra nul. T'as eu un accident, là? Ouais, elle est toute bousillée. Elle devient folle, elle va en arrière. Game over. Voilà, tu conduis, c'est dans le film Speed. Et pour finir, Grégoire devient un héros de la vidéo. Il se retrouve dans la bande-annonce du film Speed. Beau succès pour Grégoire, mais il est temps de dire au revoir aux amis et d'aller retrouver sa console à la maison. Spectacle peu banal à Madrid où le bêlement des moutons a remplacé le concert des klaxons et le grondement des moteurs. Dans le centre de la capitale espagnole, le trafic a en effet été interrompu pour céder le passage à quelques 2500 ovidés partis prendre leur quartier d'hiver dans le sud du pays. Un défilé organisé par les éleveurs mais aussi par les écologistes espagnols qui demandent le vote d'une loi destinée à préserver les anciennes routes de transhumance. Et maintenant, une bien belle histoire d'amour entre un homme et son four. L'homme, c'est Maurice, 73 printemps. Il n'est pas boulanger, mais sa passion, c'est d'allumer son four tous les dimanches. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Jérôme Laurent et Michel Hiver. Tous les dimanches matins, c'est un rituel à Mordel, en Ille-et-Vilaine. Maurice vient allumer son four. Il pourrait aller à la messe, me direz-vous, mais Maurice, la messe, ça ne lui dit pas trop. J'ai toujours peur que l'église n'est pas solide, qu'elle me tombe sur le dos, moi, alors. Alors Maurice préfère son four, car entre eux, c'est une grande histoire d'amour qui dure déjà depuis 20 ans. Quand ça commence à chauffer, ça brûle tout seul. Oui, solide, c'est ça. Et c'est parce qu'il le câline, avec ses mots bien à lui, que tous les habitants du village viennent ici faire cuire leur plat du dimanche. Il sait y faire, il va sortir, il va les remuer dans le four, il va les changer, bah, voir si c'est trop cuit, si c'est pas assez. Je trouve que c'est très bon, c'est meilleur que cuire le gaz. Ah, ça n'a pas le même goût, quoi. Ça n'a pas le même goût, voilà. C'est un peu une tradition de l'amener dans le four de Maurice? Ah oui, oui. Ah oui, beaucoup, quoi. Parce qu'on se connaît, quoi. Alors, il aime ça. On aime ça, quoi.
Et pendant que le curé s'occupe de ses ouailles, Maurice, lui, prend soin de ses volailles, car manger, c'est important. Ah ben oui, c'est important. Ah ben, c'est sûr. Ah oui. Ah oui, ça ne nous empêche pas de bien boire. 2 heures de cuisson, entrecoupées, vous l'aurez compris, d'un peu de boisson, et le tour est joué. À midi, la messe est dite et les volailles sont cuites. Meilleur que le four électrique, hein. Il n'y a pas de comparaison du tout. Là, avec un plat comme ça, je crois qu'on va y rester plus longtemps à table. Je suis sûr que c'est vrai. C'est bien cuit quand même. Oula, oh là là, super. À dimanche prochain. Maurice est peut-être coquin, mais pas infidèle, alors c'est promis, il reviendra la semaine prochaine. Bon, allez, bon appétit Bruno. Merci Maurice, bon appétit. Panivino, le pain et le vin, c'est la fête actuellement du côté de Limoul, à l'occasion de la sortie des premiers vins de pays. L'Aude ayant bénéficié d'un très bon ensoleillement, les vendanges ont été précoces cette année et tout le monde, viticulteurs et consommateurs surtout, tout le monde est content et ne consomme pas forcément avec modération. Reportage d'Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Comme ils avaient l'air fiers, les vignerons, en déposant leur fût de vin primeur dans les bars de Limoul. Un pour chaque bistrot, acte symbolique pour marquer la sortie du vin de pays nouveau. Il est extra. Les viticulteurs font de gros efforts. Ils ont sorti un produit de haute qualité pour un primeur. Et j'espère que tout le monde l'appréciera. Pas question de le goûter sans le feu vert des Capitouls. Ils ont sorti leur tenue d'apparat, invité les membres d'autres confréries. L'arrivée du vin nouveau est l'occasion d'introniser des amateurs de bonne chair qui tous promettent de devenir des troubadours du plaisir. Ségur, ségur, ségur. Sur la place du bourg, on a fait griller les châtaignes. La nuit arrive, promesse de joie. Vous venez ici, vous payez le verre différent. Vous allez là-bas au café pour faire remplir et après on vous offre les châtaignes. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. Il a un goût de banane. On est dans la Haute-Vallée, un pays qui fait un vin. Ils sont fiers, les Limouxins. Tous les crus servis hier soir venaient d'être primés dans un concours national. Et comme les vins nouveaux donnent le ton de la saison, Les viticulteurs sont heureux, ils sont détendus, ils font la fête, c'est normal parce que la récolte a été bonne et que le vin est extra. leur bonheur a duré jusque tard dans la soirée, rythmé par le carnaval, des chants et des danses, vieux comme le vignoble. Les trompettes d'Aïda ont sonné pour Schumacher après sa victoire sur le circuit du même nom au Japon cette nuit. Le pilote allemand remportant le Grand Prix du Pacifique avec panache, mais aussi avec son moteur Renault, est devenu champion du monde de Formule 1 pour la 2e année consécutive. Laurent Frédéric Bollet. Le bonheur, ça n'attend pas. Pas le temps d'enlever son casque, Schumacher est tout entier à sa joie d'avoir conquis son 2e titre. Quelques instants plus tard, ça y est, il a enlevé son casque, mais ça ne change pas grand-chose, personne avant lui n'avait été double champion du monde à 26 ans seulement. Au même moment, la petite ville allemande de Kerpen est en liesse, c'est là qu'est né Schumacher, c'est là qu'habitent ses parents, c'est le petit matin, mais c'est un grand jour. Schumacher qui n'avait besoin que d'une 4e place pour être couronné, mais qui y a mis la manière en s'adjugeant ce Grand Prix du Pacifique. Il doit en grande partie ce succès, son 8e de la saison, à son équipe. Démonstration, premier ravitaillement, allez-y, il et Schumacher s'arrêtent au même moment. Quelques secondes plus tard, le verdict est classique et sans appel. C'est Schumacher qui repart le premier, il est toujours à son stand. Avec 3 arrêts contre 2 seulement à Coulthard, Schumacher a adopté la bonne tactique. Quand il repart après son dernier ravitaillement, l'Écossais n'est qu'au début de la ligne droite. Vous savez, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis évidemment très content, mais j'ai un peu de mal à réaliser. J'intériorise encore mon sentiment. Il va sans doute me falloir un peu de temps pour fêter ça. 18e victoire en Grand Prix pour l'Allemand, devant Coulthard, Hill, Berger et Alesi, 5e pour son 100e Grand Prix. Schumacher presque imbattable cette année, où il a aussi connu les joies du mariage avec Corina et la signature du contrat du siècle avec Ferrari, un vrai conte de fées. Schumacher, pilote exceptionnel, tout comme Senna le romantique ou Prost le réaliste, il est le meilleur, mais lui semble même invincible. Le 15 tricolore a remporté hier soir à Buenos Aires la première Coupe latine de rugby en battant facilement l'Argentine, 47 points à 12. En second mi-temps, l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée des Pumas argentins et offert un véritable festival d'essais, 7 au total, dont celui-ci, l'un des plus beaux, signé Émile Tamac. Sport toujours, la semaine dernière, la France n'avait Dieu que pour les imposants sumo japonais.
Je vous propose maintenant de découvrir en compagnie de Thierry Curté les exploits d'autres Japonais nettement moins imposants. Dans la série Sauver les bébés, les plus forts sont les Japonais. La preuve, cette course de bébés. Tout petits, ils sont entraînés à survivre et à gagner dans ce monde de sauvages de cette fin du XXe siècle où la compétition fait rage. Ici, ils ont entre 4 et 10 mois. Alignés 10 par 10 et privés de leur doudou favori, ils doivent se débrouiller à 4 pattes ou à plat ventre. Le premier qui franchit la ligne, sous les encouragements d'une foule en délire composée de gentilles mamans qui, c'est sûr, ne veulent que leur bien. La compétition, après tout, c'est une question d'éducation. On récompense, bien sûr, les premiers. Les parents, eux, reçoivent un beau certificat. C'était à l'occasion tout à fait ordinaire de l'inauguration d'un bureau de poste sur l'île d'Hokkaido, au Japon. Voilà, avant de vous souhaiter une excellente soirée, je vous propose de revenir sur les couleurs de l'été telles qu'on les a entreaperçues lors de la présentation des collections de prêt-à-porter. Des collections qui ont en tout cas confirmé le goût des stylistes pour le retour aux couleurs. Marie-Josée Le Picard. Elle a gagné. Qui a gagné? Le mannequin Sybil Buck est élue Vénus de la mode. Et la couleur a gagné sur sa tête, ce rouge triomphant qu'elle porte chez Saint-Laurent avec un satin d'un rose. Les couleurs vives vont 2 par 2 chez Valentino, petite robe de jour pour le plein été. Le bazar de Christian Lacroix se doit d'être en couleurs vives. La vie en rose, décidément, comme la couverture de son nouveau livre, un précis ironique de décoration. Panier laqué pour la ville, collier de verre acidulé, remarqué au salon première classe. Les fleurs sont tombées chez Issey Miyake sur les robes et sur le podium à grands coups de pinceau. Arc-en-ciel de robe chez Emmanuel Ungaro. Garden Party chez Kenzo. Après la guerre, les États-Unis ont vigoureusement promu la mode en couleur pour faire redémarrer l'industrie textile. Couleur bonne humeur, couleur embarras du choix. Est-ce que nous sommes en train de retrouver cette bonne recette? Dans quelques minutes, le choix des armes avec Yves Montand, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Après Taratata, le dernier journal, vers minuit 20, en compagnie de Florence Daucher. Bonne fête aux Élodie. Dans un instant, la météo de Laurent Romesco avec un lundi encore bien ensoleillé. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chen et j'aurai le plaisir, que j'espère réciproque, de vous retrouver demain à 20h. Excellente soirée, merci.